Vous savez quoi? Initialement, j'avais prévu de vous faire connaître l'école des arts joailliers. Mais évidemment, elle est fermée par les mesures gouvernementales. Alors en attendant, et comme nous sommes confinés, je vous propose d'écouter l'interview de la joaillière podcasteuse Claire Fillet. C'est-à-dire la rencontre entre le savoir-faire et le faire savoir. Bienvenue sur le podcast Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan, amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêts à écouter les plus belles histoires de bijoux? Commençons. Il était une fois le bijou. Claire, tu es quelqu'un d'absolument exceptionnel puisque toi, tu es joaillère. Donc tu connais tous les savoir-faire et tu aimes comment on fabrique les bijoux. Ensuite, tu as une maison qui fabrique des alliances. Alors on ne peut pas faire mieux sur l'amour des bijoux. Tu es la seule créatrice du podcast consacré aux bijoux qui s'appelle Rubis sur canapé. Alors bonjour Claire. Bonjour Anne, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être l'interviewée et c'est très gentil à toi de me donner la parole. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es tombée en amour avec la joaillerie? Alors, c'est vraiment une histoire d'amour qui remonte à très longtemps. J'ai toujours aimé les bijoux quand on m'en offrait, quand j'étais petite. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi. Après, j'ai pas toujours voulu travailler dans ce métier-là. C'était quand même un long cheminement, très naturel, mais un long cheminement. C'est vrai aussi que je viens d'une famille d'artistes avec mon père qui est pianiste, ma mère qui est graveur, donc il y a une sensibilité à l'art qui est là, même si pour le coup, pour les bijoux, je suis vraiment la seule là-dedans. Et au début, j'avais commencé à faire des études très généralistes de droit et un tout petit peu et de gestion. J'ai fait une licence. Je m'étais dit quand même, c'est intéressant, mais j'étais pas à ma place. Voilà, je voulais vraiment travailler dans quelque chose d'esthétique. Et à l'époque, j'avais pas encore, je savais pas que je voulais faire un travail manuel. J'étais plus intéressée par la gémologie. Je voulais vraiment faire de la gémologie. J'ai trouvé un stage pendant les vacances entre ma deuxième et troisième année de fac chez une créatrice de bijouterie fantasy où je faisais toute la prod. Il y avait notamment une collection en bois, c'était super chouette. Et le fait d'avoir, de travailler différentes matières, de travailler de ses mains, d'avoir rien du tout et après d'avoir un bijou, ça m'a vraiment plu. Et puis je me suis dit, oui, c'est un savoir-faire que c'est pas du bullshit en fait. On l'a et on l'emporte avec soi. C'est pas lié à un pays, c'est pas lié à une époque. Même si évidemment il y a des nouvelles technologies, que ça évolue, mais ce que j'apprends, ce que je sais faire, je le saurai toujours et je l'emporterai toujours avec moi n'importe où. Donc du coup, ça a dû être très courageux de reprendre des études. Tu étais en troisième année de fac et là, tu retournes en CAP, c'est ça? Exactement. Donc, passe de bac plus 3 à bac moins 4, 3, je sais pas, je me rappelle plus. Mais en soi, c'était pas le problème, en fait, c'était naturel, c'était juste plutôt stressant. Est-ce que j'allais réussir? Est-ce que j'allais être douée dans ce métier-là? Est-ce que j'allais trouver un travail? Et au final, pour le coup, le fait d'avoir cette licence, c'était quand même un côté rassurant parce que je me dis, bon, si je me foire, je peux toujours faire un master d'autres choses et travailler ailleurs. Et en même temps, ça devait quand même être très stressant parce que là, d'un seul coup, il faut savoir faire des choses avec ses mains. Et non seulement on a l'impression peut-être de repartir en arrière, mais surtout on a l'impression de ne plus rien savoir. Ah oui, vraiment, je partais complètement de zéro. Et c'est vrai qu'il y a des anecdotes où moi, parfois, je me dis, enfin, quand j'y repense, d'être aussi, novice. C'est pour ça que d'ailleurs, quand parfois mes clients ils me posent des questions, il n'y a jamais de questions idiotes et il faut toujours les poser. Et je comprends qu'ils puissent ne pas savoir ça parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a appris comme savoir. Mais pour vous donner un exemple, quand j'étais au stage
parce qu'il y avait un petit stage pour préparer le concours de l'école. On avait des outils et il y avait un maillet. Donc un maillet, c'est un peu comme un marteau en bois qu'on tape dessus sur le métal. Et il y a des fraises. C'est des fraises, c'est comme ce qu'on a chez le dentiste pour un peu... Et en fait, j'étais là, c'est quoi la fraise? C'est quoi le maillet, quoi? Et bon, là, maintenant, c'est ridicule et ça me fait rire, mais j'étais quand même... je partais de rien du tout. Et les profs, ils rigolaient en disant, non, mais quand même, réfléchis 2 secondes. Et en fait, mais non, si on n'a jamais... Bon, après, j'avais quand même... Enfin, j'aimais bien les choses manuelles puisque j'avais eu un petit établi où je faisais des choses en bois. J'avais construit un petit meuble. Mais vraiment, en fait, j'y connaissais rien du tout. Oui, ça devait être super stressant. C'était quoi le plus difficile? Bah déjà, connaître effectivement tous les mots, toute la culture et surtout pas se décourager parce que c'est quand même un métier où il faut vraiment beaucoup de rigueur, il faut respecter les cotes, beaucoup de précision. Si on nous demande une bague en 52, et bah c'est pas 52 et demi. Et le métal, comme c'est de l'or, ça coûte cher. Enfin, faut pas se tromper quoi. Une fois qu'on a coupé, on a coupé. Ouais, il n'y a pas vraiment droit à l'erreur. C'est pas comme un dessin où on gomme, on s'est foiré, faut recommencer. Non. Faut vraiment être précis et avoir de la patience. Et moi, j'avais vraiment pas du tout de patience. Et donc ça s'apprend la patience. Ouais, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Il faut... et je voulais toujours aller trop vite, faire ma chose, mais non. En fait, si le tracé n'est pas bon, la suite ne sera pas bonne. Et donc, il faut bien prendre le temps pour chaque étape. Et c'est seulement après qu'on travaille sur la vitesse. Tant qu'on est encore en apprentissage, faut pas brûler les étapes. Et qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ce métier? Ouh là là, il y a beaucoup de choses. Déjà, effectivement, de partir de rien du tout et après d'avoir un bijou, ça, en termes de satisfaction, c'est assez exceptionnel. Ce qui me plaît beaucoup aussi, comme vous l'avez dit, moi je fais essentiellement des alliances et des bagues de fiançailles. Donc j'accompagne des gens dans un moment heureux de leur vie. Quand je fais telle alliance, c'est vraiment pour la personne, à ses mesures. Et je me dis, ah là là, elle va la garder toute sa vie, peut-être qu'elle va les transmettre à ses enfants, elle va la regarder tous les jours, la toucher, c'est un symbole pour elle. Et de faire partie, entre guillemets, de la vie des gens, ça c'est exceptionnel. Et quand on les rencontre, d'écouter leurs projets, leur histoire. Et aussi de voir leurs yeux émerveillés quand ils sont super contents, quand il y a un amoureux qui dit elle a dit oui, elle l'a trouvée super belle. Bon, ça, c'est quand même magique. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un métier très varié. Voilà, il y a des rencontres avec des clients, il y a aussi évidemment de l'atelier, il y a de la comptabilité, il y a plein de choses, on rencontre des gens et ça c'est chouette parce qu'on s'ennuie jamais et effectivement moi je suis quelqu'un qui s'ennuie vite, j'ai besoin d'avoir beaucoup de projets tout le temps et donc c'est pour ça que l'entrepreneuriat ça me convient bien. Alors, votre alliance idéale? Alors l'alliance, j'ai pas réfléchi mais une bague, j'aimerais beaucoup avoir une pierre de couleur. Bon, pas un diamant de couleur, parce que ça, pour le coup, il faut quand même avoir les moyens. Mais sinon, un diamant jaune, oui, j'aimerais bien. Non, mais un beau saphir, soit paracha. Un peu comme une pêche, quoi, en fait. Oui, Paparacha. voilà. C'est Donc, une couleur un peu délicate, un peu très féminine, quoi. Ouais, voilà, une pierre de couleur, ça serait intéressant pour moi et quelque chose d'assez travaillé, pourquoi pas avec des gravures sur le corps de bague, avec d'autres pierres. Voilà, j'aimerais bien d'avoir quelque chose d'un peu chiadé. Voilà, quand j'étais salariée, j'étais joaillière, mais aussi comme... j'ai fini par faire de la gémologie après quand même, hein, parce que... Et du coup, je contrôlais la qualité des pierres, j'étais contrôleuse qualité et j'ai rencontré des pierres assez exceptionnelles, notamment un diamant de plus de 8 carats. Je ne sais plus la note, je crois que c'était IF, donc c'est-à-dire Internally Flawless, donc quasiment sans défaut.
incroyable. Mais c'est vrai que limite, c'était tellement gros, parce que c'était une taille émeraude, donc c'est-à-dire en rectangle en gros, que ça brille beaucoup moins en fait qu'un diamant taillé en rond brillant avec plein de facettes. Oui, donc en fait, cette taille, vaut mieux la réserver justement à une pierre de couleur pour qu'on voit bien la couleur. C'est le but, c'est ça? Oui. C'est vrai, mais c'est quand même assez marrant de voir un diamant comme ça. Après, ça dépend tout aussi ce qu'on met autour. Là, c'était une grande parure avec plein d'autres diamants et du coup, ça rendait bien. Mais effectivement, juste posé comme ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt. Et du coup, quand vous voyez une pierre, vous imaginez la monture comme ça, vous avez des flashs? Ouais, ouais, souvent. Enfin, ça se passe pas dans cet ordre-là pour moi. Parce que j'ai pas de stock de pierres. Pour nous, c'est vraiment... Parce qu'avec mon associé, parce que je suis pas toute seule pour avoir créé Firo, on est deux. En fait, on a vraiment des idées. On a envie de créer un truc. On va trouver les pierres qu'il faut. Ah bah, quand vous parliez d'histoire d'amour, maintenant, ça me revient. C'est pas une alliance, mais c'est une magnifique histoire d'amour. C'est un monsieur qui est venu me voir pour ses 50 ans ou 60 ans de mariage, je sais plus. Les noces de diamant. Donc. Et du coup, il m'a dit, moi, j'ai pas d'idée, mais c'est noces de diamant, donc je veux un diamant assez conséquent quand même. Dites-moi vos idées. Donc ça, c'est hyper stressant, beaucoup de responsabilités, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Et du coup, j'ai fait une broche. Et c'était deux oiseaux comme les oiseaux inséparables, mais en fil en fait, pour que ce soit quand même léger et pas trop lourd. Je voulais que ça soit assez moderne et minimaliste. Donc c'est vraiment un fil qui forme les oiseaux avec le diamant au milieu. Et c'est un oiseau qu'ils donnent à l'autre en signe de leur amour. Et c'est vrai que eux, ils étaient trop mignons, ils se sont mariés, ils avaient 19 et 23 ans je crois. Ça fait 50 ans qu'ils sont mariés, ils ont eu plein d'enfants, plein de petits-enfants, ils sont toujours aussi amoureux. Il lui avait prévu un voyage pour lui offrir la broche et ça, on se dit, ah là là, c'est incroyable. Oui, on participe à une aventure d'amour. Exactement. Et ça, c'est vraiment très gratifiant. Ouais. Quel est pour vous le symbole vraiment de l'amour? En termes de forme, en termes de pierre? Bon, Pierre, c'est peut-être conventionnel, mais oui, je dirais le diamant, parce que ça a été tellement bien marketé depuis des années que du coup, c'est entré dans mon inconscient. Et parce que c'est vrai que ça brille. Donc c'est quand même un beau symbole, c'est la pierre la plus dure, avec 10 sur l'échelle de Mohs, donc c'est quand même un symbole. Ouais, c'est vrai qu'un diamant, ça fait toujours plaisir et c'est toujours beau, on peut le porter avec n'importe quel autre bijou, on peut en avoir des gros, des petits... Bon. On s'en lasse pas. Ouais. Et du coup, j'en parlais tout à l'heure, mais vous avez été la première à créer un podcast de joaillerie, déjà, et vous l'avez appelé Rubis sur canapé. Pourquoi Rubis sur canapé? Je cherchais un titre et il y a le film Diamant sur canapé. Et je sais plus exactement comment, mais j'en parlais avec ma meilleure amie et je crois que c'est elle qui a sorti Rubis sur canapé. Et je me suis dit, ah, ça claque. Donc c'était une magnifique idée. Ouais, parce que je suis ravie de ce nom, je trouve que ça me correspond bien. Je voulais sur canapé parce que c'est des interviews à deux personnes, je voulais que ce soit cosy, que les gens se sentent vraiment comme s'il n'y avait pas de micro, qu'on discute, qu'ils me racontent leur vie, leur truc, et voilà, on est bien, on prend un petit thé, un petit café, on parle, on raconte des vraies choses du métier, et Ruby, parce que... c'est quand même une belle pierre que j'aime bien. Et oui, puis c'est la plus rare aussi, non? Ou la plus chère, je crois, c'est ça? En fait, tout dépend vraiment des notes. Un rubis peut être bien plus cher qu'un diamant. Il y a le Rapaport qui donne des prix en fait, au carat de référence, entre guillemets. C'est aussi en fonction de est-ce que là, on en trouve beaucoup à l'instant T. Donc, c'est vraiment compliqué d'établir des règles sur les prix. Et moi, j'étais très frustrée de ça à l'école de gémologie, où on nous apprenait vraiment à noter. Bon, tu as un diamant, il y a les 4 C qu'on connaît.
et de noter, mais il y avait où les provenances, où est-ce qu'on en trouve, où est-ce qu'il y a des mines, comment on les c'était vraiment très scientifique, mais rien du tout sur comment dans la vraie vie on achète et à quel prix. Alors il y avait quand même des intervenants de James Dealer qui expliquaient un peu, mais bon, je pense qu'on est lâché et ça, pour connaître vraiment les prix, il faut en acheter, je pense, tous les jours. Il faut se renseigner, il faut aller aux ventes aux enchères, etc. Et c'est vraiment un métier à part entière, en fait. Revenons au podcast. D'où ça vient cette idée? Alors, ça vient du fait que j'écoutais beaucoup de podcasts, notamment un que j'adore qui s'appelle Les Pieds sur Terre. C'est un podcast de sociaux sur France Culture que j'écoutais tous les jours et je me suis dit bon, j'aime bien les podcasts, j'aimerais bien m'instruire sur mon domaine d'activité parce que c'est quand même un domaine d'activité où on a toujours quelque chose à apprendre et c'est top d'apprendre tous les jours et du coup je me suis mise à chercher des podcasts sur ce domaine et il n'y avait rien, donc j'étais assez frustrée. Et d'un autre côté, je me suis dit, bon, bah, il n'y a rien, il y a un créneau à prendre. Je me suis renseignée un peu avec des professionnels que je connaissais, que j'avais rencontrés en leur demandant, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Et on m'a dit, mais oui, bien sûr, vas-y, lance-toi. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, je m'ennuie assez rapidement, j'ai toujours besoin d'avoir beaucoup de projets. Donc là, je me suis dit, bah, vas-y, super, c'est quelque chose, il n'y a pas, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je savais tout de suite quel format je voulais mettre, donc vraiment que audio, pas du tout vidéo, que ce soit sous format d'interview de professionnels qui racontent leur métier, parce que c'est quand même des gens que l'on rencontre jamais, qui n'ont pas l'occasion de parler. C'est pas des choses qu'on voit à la télé ou alors rarement ou alors qu'une partie. Et mon podcast, il est destiné à tout le monde. Forcément, quand même, il faut avoir un attrait pour les bijoux, mais pas du tout que les professionnels de la joaillerie. Il faut juste un peu aimer les bijoux, s'y intéresser et avoir envie de connaître des choses. Je peux très bien interviewer un sertisseur, une journaliste dans les bijoux. C'est quand même assez large pour montrer que pour faire un bijou, il y a vraiment beaucoup de corps, de métiers. Voilà. Et que c'est un univers. Votre dernière interview, c'est Marine DeVos du Bijorca, mais aussi vous avez interrogé Karine Leuillet, qui est une grande journaliste sur les bijoux chez Dreams et à l'Express, et puis des maisons familiales, Oui, des métiers comme le Certi. Vous avez vraiment fait le tour. Qu'est-ce que votre prochaine étape, c'est quoi? Prochaine étape... Un prochain métier à faire découvrir à vos auditeurs? Alors, est-ce que je le dévoile ? Le prochain épisode, c'est un métier que je n'ai jamais fait. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une jeune femme, et que c'est sur les bijoux anciens. Et les bijoux anciens, on n'en parle jamais. Et donc, je suis ravie d'avoir fait cet épisode avec elle, qui est extrêmement intéressant, qui m'a appris beaucoup de choses, parce que pour le coup, dans les bijoux anciens, je n'y connais rien, enfin, ou très peu. Et donc, ça va être un super chouette épisode. Bon, alors comme on tous, va, hein. On va checker ça pour le suivre et le liker et mettre des pouces bleus, des étoiles jaunes et tout ça. Ah, super. Quel est justement dans ce podcast les choses qui vous ont le plus étonné, ce qu'on vous a dit qui vous a le plus étonné? Déjà, j'ai appris beaucoup de choses, vraiment. Et que c'est très souvent des gens qui ont vraiment travaillé dur et où ça a été compliqué, mais qui n'ont pas du tout lâché l'affaire. Et qu'en gros, c'est vraiment un message d'espoir pour dire que si on a envie de travailler dans les bijoux, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter, il faut travailler. Et c'est une phrase que j'adore, je ne sais pas de qui c'est, mais rien ne résiste au travail. Alors que c'est vraiment très très vrai, il y a juste peut-être parfois des gens qui ont effectivement plus de talent et qui vont mettre n'importe quoi, une semaine à apprendre quelque chose et vous allez en mettre 10. Mais si c'est ce qu'on veut, il faut continuer.
Et ça, c'est la plus grande leçon du podcast. Sinon, est-ce que vous avez eu d'autres surprises en interrogeant les gens? Il y a des gens aussi que j'ai interviewés et qui sont devenus des amis, que je revois régulièrement, qui m'ont dit ah mais du coup tu pourrais interviewer machin, ce serait intéressant et ça c'est chouette que je re-rencontre. Et c'est vraiment une grande richesse. Jamais je regretterais d'avoir fait ce podcast. C'est une autre toile. Exactement. Comment tu projettes le podcast dans quelques temps? Et bah, j'aimerais bien faire de plus en plus d'émissions parce que là, ça dépend, c'est à peu près une fois par mois, parfois un peu plus rapide, souvent un peu plus espacé. Être vraiment plus régulière, interviewer encore des métiers que je connais pas, grandir, d'avoir forcément plus de gens qui écoutent. Je viens de me mettre sur Instagram, donc de grandir ma communauté Instagram. Et d'ailleurs, j'y prends goût, c'est super chouette. Je publie, bon, bien sûr, les épisodes, mais aussi un peu mon univers artistique quand je vais voir des expos, des choses comme ça. Et d'ailleurs, j'ai souvent des gens qui m'écrivent en privé en me disant c'est super chouette ce que tu fais. Et ça me motive à fond. C'est incroyable, vraiment, je remercie du fond du cœur. Dès qu'on me fait un compliment, à chaque fois je suis là, mais vous êtes sûr que c'est à moi que vous envoyez le message? Et du coup, ça motive. Donc ouais, parce que je pense, j'en suis certaine, qu'il y a toujours des gens à interviewer à l'infini, des parcours atypiques, il y a des nouveaux métiers qui se créent, il y a des métiers qui évoluent. Donc il y aura toujours matière à travailler. Dernière question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu as un bijou fétiche? Oui, bien sûr, j'en ai même plusieurs. Mais j'ai une bague que j'adore et en fait c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, mes amis qui ont fait une cagnotte pour m'offrir l'or, parce qu'elle est en or, et l'or ça coûte cher et surtout qu'elle est assez grosse cette bague. Et après c'est moi qui l'ai fabriquée. Et donc je l'adore parce que c'est vraiment un symbole, je l'aime bien parce que forcément c'est moi qui l'ai faite et puis c'est tout le monde qui s'est cotisé, donc j'ai tous mes amis avec moi. Et j'ai aussi un autre bracelet, enfin j'en ai 2. Il y en a un que j'ai sur moi. C'est une collection d'ailleurs qu'on a faite avec Firo. On avait fait une collection maman-bébé et c'était un nuage où on pouvait graver le nom en gros et le même pour le bébé qui est sorti. Et du coup, moi j'ai fait un petit chat que j'ai et mon fils il a le même en petit et j'adore vraiment cette idée qu'on ait le même bracelet, qu'on soit reliés, ça me fait penser à lui. C'est vrai que les bijoux, c'est des gris-gris, c'est des talismans, c'est des doudous. Et il y a un autre bracelet, je crois que c'est ma mère qui me l'avait offert, qui est avec de la nacre et de la turquoise dessus. Que j'adore, que je mets pas tout le temps parce qu'il n'est pas forcément facile à porter. J'avais une autre bague que ma mère m'avait offerte avec un saphir aussi que j'adore, qui était pour mes 18 ou 20 ans, je ne sais plus. Voilà, il y a beaucoup de bijoux auxquels je suis attachée, même des bijoux fantaisie. On m'a offert, que mes sœurs notamment m'avaient offert aussi à mes anniversaires, que je mets beaucoup. Et donc en fait, vos bijoux de talisman, c'est vos bijoux d'amour. Oui, mais de toute façon, même si c'est un bijou qu'on s'achète soi, il peut très bien devenir sentimental parce qu'on s'y attache, parce qu'on le porte. Merci Claire. Eh ben, merci beaucoup. Ainsi se termine cet épisode d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire du bijou vous a plu, je vous donne rendez-vous dimanche, dans 2 semaines, pour partager ensemble l'amour des bijoux. Retrouvez-moi sur le site Il était une fois les bijoux ou les réseaux sociaux et n'oubliez pas de mettre plein de cœurs, de pouces et de petites étoiles qui brilleront comme des joyaux.